France Culture, les matins du samedi, Quentin l'a fait. Alors que la trêve entre Israël et le Hamas en vigueur depuis le 24 novembre a expiré hier, nous revenons ce matin sur une figure centrale de ce conflit, celle de l'otage. Nous nous intéressons à l'otage dans l'histoire, à son imaginaire dans la société israélienne, à la figure du prisonnier dans la société palestinienne. Et pour en parler, deux invités. Étienne Digna, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé aux séries Sciences Po, auteur de La rançon de la terreur, gouverner le marché des otages. À vos côtés, Gilles Ferragu, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, maître de conférences à Paris-Nanterre, auteur de Otage, une histoire de l'Antiquité à nos jours. Ça vient de reparaître aux éditions Folio. Et pour commencer, une analyse peut-être, puisque le nombre d'otages relâchés depuis le vendredi 24 novembre a atteint 81. 60 Israéliens et binationaux ont été libérés dans le cadre d'un accord entre Israël et le Hamas. 21 ressortissants étrangers, eux, ont été libérés dans le cadre d'autres négociations entre le Hamas et d'autres États. Étienne Digna, quelle analyse vous faites de ces premières libérations? Je crois qu'on est en vérité autour de 100 désormais, si on compte effectivement les otages thaïlandais et l'otage philippin qui a été, libéré. Ces libérations sont évidemment un très bon signe, hein. C'est, extraordinaire en vérité à l'échelle, des récentes négociations d'otages d'arriver à libérer 100 otages en si peu de temps. Ça prouve que les canaux de discussion fonctionnent. Ça prouve que les intermédiaires jouent un rôle, déterminant, notamment le Qatar, et l'Égypte. Et probablement aussi, ça prouve qu'on a commencé par les cas les moins, difficiles. En l'espèce, les femmes et les enfants. Pourquoi sont les moins difficiles? Alors ce sont les moins difficiles, parce que tout l'enjeu de ce type d'accord, c'est, le risque sécuritaire qu'il y a derrière. Pour prendre le cas, par exemple, israélien, quand les Israéliens acceptent, de libérer des prisonniers en échange d'otages, ils veulent des garanties, et notamment la population israélienne veut des garanties. En l'espèce, libérer des femmes et des enfants, c'est évidemment un moindre risque sécuritaire par rapport à des combattants aguerris, du Hamas, comme on a pu le voir par exemple en 2011, puisqu'il faut rappeler qu'en 2011, les Israéliens avaient libéré 1027 personnes contre Gilad Shalit, dont plusieurs centaines de personnes qui avaient du sang sur les mains, et parmi eux, Yahya Sinwar, qui est devenu le chef, du Hamas à Gaza. On a lu aussi, on a entendu que c'était plus facile du point de vue du Hamas de se libérer de ces otages-là, car c'est aussi beaucoup de logistique, de s'occuper de femmes peut-être, mais en particulier d'enfants et de personnes âgées. Expliquez-nous pourquoi. Ouais, exactement, j'allais y venir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un Hamas qui est acculé à Gaza par les frappes israéliennes, par l'intervention terrestre, et donc il doit aussi, d'une certaine façon, relâcher des otages, car il est compliqué de les conserver et dans des conditions qui sont évidemment très difficiles. Et donc le Hamas est probablement concentré sur les otages qui ont le plus de valeur à ses yeux, et qui sont les militaires, puisque ce sont les militaires que le Hamas a l'habitude de rançonner. Par ailleurs, il y a évidemment aussi un coût médiatique de ce point de vue-là, puisque libérer des femmes et des enfants, c'est un signe d'humanité. C'est évidemment le principe que l'on connaît tous, les femmes et les enfants d'abord. Et donc la masse a probablement voulu jouer sur cela dans ces récentes négociations. Gilles Ferragus, si l'on revient au 7 octobre, pourquoi est-ce que le Hamas décide de s'emparer de tant d'otages dans votre ouvrage? Vous expliquez que l'une des raisons de prendre des otages, c'est notamment une manière de contrebalancer l'asymétrie des forces. Est-ce que c'est le cas en particulier dans ce conflit proche-oriental? Ça semble être le cas, c'est-à-dire qu'en prenant beaucoup d'otages, on dispose désormais de beaucoup de moyens de pression, de beaucoup de monnaie d'échange, hein, même si c'est terrible de le dire comme ça, et également de beaucoup de boucliers humains. Donc le plus d'otages possible, la plus grande négociation possible, et par conséquent une situation où le Hamas fait quasiment jeu égal avec Israël dans cette situation. Est-ce que pour vous, Gilles Ferragus, ces otages, c'est d'abord une monnaie d'échange ou c'est, au fond, avant tout, un moyen, un dispositif de la terreur? Alors, c'est tout à la fois. C'est déjà un dispositif de terreur et le Hamas joue là-dessus sur un véritable traumatisme entretenu dans la société israélienne quasiment depuis son émergence, depuis sa création, à savoir le conflit israélo-palestinien et les prises d'otages. C'est également une monnaie d'échange, on l'a vu, et ça devient rituel pour récupérer des prisonniers palestiniens et en nombre assez important, on l'a rappelé avec l'affaire Gilad Shalit, et c'est un moyen de faire réémerger, je dirais de manière rituelle aussi, la question palestinienne au niveau non plus national, mais international. Est-ce que l'accord qui avait cours, Étienne Digna, l'échange, d'un otage contre 3 prisonniers, est-ce que cet accord-là, c'était un accord, de qualité du point de vue israélien?
En tout cas, c'est un rééquilibrage. C'est-à-dire que 1 pour 3, ça peut interpeller, puisque ça reste inégalitaire, mais maintenant, à l'échelle du temps long, c'est un réel rééquilibrage. Donc, il faut rappeler que le premier accord entre les Israéliens et des groupes armés date de 1985. C'est le Djibril Deal, où les Israéliens avaient libéré 1150 prisonniers contre 3 soldats, soit un rapport à peu près de 1 pour 500. Rappelez peut-être le contexte dans la guerre du Liban de cet accord-là. C'est-à-dire que 3 soldats israéliens avaient été effectivement capturés et les Israéliens ont dû donc libérer 1150 prisonniers qui étaient à la fois donc libanais et palestiniens. Et d'ailleurs, parmi ces prisonniers, vous avez de nombreux prisonniers qui ont constitué la colonne vertébrale de la première intifada en 1987. Ensuite, ces échanges se sont multipliés avec une sorte d'inflation jusqu'au cas célèbre de Gilad Shalit, donc 1 pour 1027 en 2011. Aujourd'hui, on est dans un contexte différent pour 3 raisons. D'une part, vous avez 240 otages à peu près, même si les chiffres sont toujours contestés, et donc il n'était évidemment pas possible de libérer 240 000 prisonniers palestiniens. La deuxième raison, c'est que l'opinion publique israélienne a changé. Elle a été, je le disais tout à l'heure, traumatisée par certains échanges précédents. Elle n'est plus prête à libérer autant de personnes et surtout certains types de personnes. Et la troisième raison, que j'évoquais également, c'est cette intervention terrestre qui en fait a mis la pression sur le Hamas et l'a obligé à négocier dans des termes plus inégalitaires. En fait, une fois que le Hamas avait pris des otages et s'en était servi comme bouclier humain, et qu'il s'est aperçu que ces boucliers humains étaient finalement inutiles puisque Israël désirait quand même entrer dans la bande de Gaza, la seule raison que vous avez ensuite d'avoir des otages, c'est de les négocier. Et donc là, vous devez les négocier, sauf que comme vous avez des frappes constantes sur Gaza, ce qui n'était pas le cas durant la détention de Gilad Shalit entre 2006 et 2011, vous êtes évidemment poussé à négocier assez rapidement. Et donc l'urgence a profité à Israël qui est entré dans la négociation avec un rapport de force, encore une fois, je le dis, rééquilibré. Pardon. Et justement, Étienne Digna, comment est-ce que la société israélienne, comment l'exécutif israélien depuis 1985 explique, justifie ce déséquilibre presque structurel ? Elle le justifie par le rapport très particulier qu'entretiennent les Israéliens et les Juifs, de façon plus générale, à la question de l'otage. Vous avez un héritage qui est historique et religieux. Historique parce que dans les premières communautés juives à l'Antiquité et au Moyen-Âge, le rachat de l'otage est une marque d'appartenance. Je te rachète parce que tu es juif et en te rachetant, je te montre la valeur de l'appartenance à la communauté juive. Ça a été ensuite traduit dans des textes religieux, plusieurs textes, le Talmud de Babylone au 5e siècle, et puis les textes de Maïmonide au 12e siècle, qui définissent ce qu'on appelle le Pidiyum Shvrim, c'est-à-dire la rédemption des captifs, et qui dit que le premier devoir du croyant juif, c'est de racheter l'otage, parce que l'otage, c'est celui qui a faim, qui a soif et qui risque de mourir. Il met simplement une nuance, il dit qu'il ne faut pas trop payer, pour 2 raisons. La première, c'est qu'en payant trop, on fait des juifs des cibles privilégiées. La deuxième, c'est qu'en payant trop, et ça rejoint ce qu'on s'est dit, on met à mal le rapport de force et l'équilibre des forces. Et donc, il faut éviter, évidemment, de trop renforcer l'ennemi. Ça, c'est pour l'aspect historique. Et dans l'Israël contemporaine, vous avez le fait qu'Israël soit légitimé par un rapport de protection vis-à-vis de ses citoyens, qu'ils soient civils, mais aussi soldats, puisque vous avez un service militaire obligatoire, et donc que Tsahal est implicitement engagé à ramener les fils et les filles des parents israéliens dans leur foyer après ce service militaire. Je te rachète parce que tu es juif. Gilles Ferragu, à quel point cet imaginaire historique, cet imaginaire qui date notamment du Moyen-Âge, continue aujourd'hui d'être vivant au sein de la société israélienne ? On peut dire qu'il a été renouvelé par le temps même du conflit israélo-palestinien et par les nombreuses prises d'otages qui ont eu lieu. Alors c'est particulièrement vrai à partir des années 70 et au moment où les détournements d'avions se multiplient, visant la société israélienne en particulier, détournements d'avions organisés par toutes les palestiniennes, à commencer par le Front palestinien de libération, et détournements d'avions qui, à chaque fois, aboutissent à peu près à la même situation, c'est-à-dire que dans les avions, les passagers juifs sont triés, ce qui rappelle d'ailleurs d'autres souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, et échangés en général contre des prisonniers, et certains prisonniers assez célèbres, type Leila Khaled. Et là aussi, il y a d'autres histoires de libération plus musclées, comme NTB en 1976, mais on peut constater que, dès les années 70, la prise d'otage peut faire partie du quotidien d'un Israélien en voyage. Étienne Digna, chaque prise d'otage, chaque nouvelle prise d'otage va servir, entre guillemets, à réactiver cet imaginaire ? Absolument, et quelque chose qui est aussi intéressant de voir, c'est que les tactiques des groupes terroristes palestiniens ont aussi évolué. C'est-à-dire que vous avez 3 types différents de prise d'otage. Vous avez la prise d'otage barricadée sur un lieu clos.
par exemple une école ou une banque. Vous avez le détournement, ce qui a été mentionné, le détournement d'avions, et vous avez l'enlèvement. En l'occurrence, dans les années 70, ce qui a été très marquant, c'est que les terroristes palestiniens ont utilisé les deux premiers types de prise d'otages. C'est-à-dire, par exemple, l'école de Maalot, en 1974, des assaillants prennent en otage une école. NTB, en 1976, on peut aussi penser à Munich, en 1972. Et avec le début de la première guerre au Liban, dans les années 80, se développent les enlèvements. Et évidemment, là, c'est beaucoup plus difficile pour Israël de répondre par la force, puisque vous ne pouvez pas, si vous voulez, encercler un aéroport ou un avion, comme vous encerclez la bande de Gaza ou le sud du pays. Et donc ensuite, à partir du moment où les Palestiniens ont constaté, les Libanais ont constaté de l'efficacité des enlèvements, ils ont effectivement cherché sans cesse à réactiver ce traumatisme avec des tactiques qui étaient très poussées. Hein. Par exemple, le fait de creuser des tunnels pour attaquer un poste avancé, comme ça a été le cas dans l'enlèvement de Gilad Shalit. Ça prouve que l'enlèvement n'est pas du tout une tactique qui est adoptée au hasard, c'est une vraie stratégie de guerre consciemment pensée qui joue sur les traumatismes de la société israélienne. Est-ce que vous estimez là aussi, Étienne Digna, que depuis les années 70, au fond, la prise d'otage, c'est d'abord et avant tout une technique de la guerre asymétrique ? Absolument, c'est effectivement le moyen de maximiser sa force, si vous voulez, de faire beaucoup de dégâts avec peu de moyens. Il faut rappeler que quand on parle d'otages, on parle normalement d'une, deux ou trois personnes. Et pour autant, vous avez l'appareil de sécurité de l'État israélien qui est mobilisé et vous avez l'opinion publique qui est mobilisée. Ça, c'est unique dans un conflit asymétrique. Vous ne pouvez pas faire autant de dégâts avec si peu de victimes, si ce n'est dans les prises d'otages. Gilles Ferragut, dans Otage, une histoire de l'Antiquité à nos jours, vous écrivez « L'otage est une figure obsédante, celle de l'innocent traité comme un coupable et supplicié au nom d'une cause qui le dépasse. Une victime, un mort en sursis, hors du monde et paradoxalement un personnage public dont le visage s'affiche dans les médias et qui suscite la compassion. » Fin de citation, c'est cette figure-là, l'otage, pour vous, c'est au fond ce mélange d'innocence et de publicité subie ? En fait, c'est une longue histoire qui commence dès l'Antiquité où l'otage est à l'époque un gage de confiance qui est donné entre deux souverains, entre deux chefs d'État. Donc c'est un instrument des relations internationales et c'est seulement à partir, dans un premier temps, et surtout du XXe siècle, que progressivement l'otage est passé, je dirais, dans le spectre de la guerre, hein, pour être utilisé quasiment comme bouclier humain, et au XXe siècle que les mouvements terroristes vont s'en emparer pour en faire justement un moyen de la guerre asymétrique. Donc c'est un outil de diplomatie qui a été transformé en outil de guerre. Et effectivement aussi, c'est pour les sociétés un véritable traumatisme, puisque comme l'a rappelé Étienne Digna, le rapport entre l'investissement et l'intérêt, il est très contrasté. Avec une prise d'otage, on peut mettre en avant une cause, une question idéologique, une cause nationale de manière très, très certaine et assez facile. Rappelez-nous, Gilles Ferragut, l'étymologie du terme otage. C'est vrai que j'ai appris en vous lisant que son effet paradoxal, on a du mal à comprendre même d'où vient exactement cette étymologie, mais justement, cette histoire-là raconte beaucoup. Alors, l'otage a une étymologie assez étonnante, puisque c'est à la fois l'hôte d'un côté et en même temps c'est l'hôte hostile. Et alors justement, qu'est-ce que ce paradoxe raconte quand vous tissez l'histoire de ce terme-là, hein? Vous venez de rappeler qu'à l'origine, l'otage, c'était la personne qui était accueillie par un autre État que l'on accueillait justement pour rééquilibrer un rapport de force. C'était bien qu'il était hôte au tout départ. De la bonne volonté, de la confiance qu'on peut accorder à un souverain ou à un chef d'État, en l'hébergeant d'ailleurs chez soi et en le traitant quasiment comme un hôte. Étienne Digna, comment est-ce que vous expliquez, vous, que publiquement, j'allais dire même médiatiquement, la figure de l'otage soit si marquante? C'est d'abord parce qu'elle est figure de l'innocence? Absolument. Vous avez un phénomène qu'on appelle l'effet de la victime identifiable aussi, qui est très important, qui est un phénomène psychologique qui indique que vous vous mobilisez plus pour une victime dont vous connaissez l'histoire, dont vous connaissez le visage. Et ça, c'est très marquant dans les affaires d'otages, puisque évidemment, vous avez des comités de soutien qui jouent leur jeu, et c'est normal, dans l'intérêt de l'otage, qui cherchent à le faire connaître. Vous avez des familles qui témoignent, et vous avez donc tout un narratif qui se crée. En vérité, la France, c'est un pays qui est assez emblématique de ce point de vue-là. On parle d'Israël, mais la France, dans les années 2000, a été marquée par de nombreuses affaires d'otages très célèbres de journalistes. Christian Chesneau et Georges Malbruno ou Florence Aubenas. Vous aviez eu alors des concerts à l'Olympia, vous aviez eu des portraits affichés sur l'hôtel de ville, vous aviez eu des grands rassemblements qui
encore une fois, qui cristallise l'attention sur cette figure, avec l'idée qu'en fait, prendre un citoyen français en otage, c'est prendre l'État en otage. Si vous voulez, pour faire un parallèle avec une figure de style, c'est un peu un rapport synecdotique. Ça veut dire que la partie est contenue dans le tout, et inversement. Et c'est ça qui est très fort dans les démocraties, c'est cette capacité à faire primer, si vous voulez, à un moment donné, de façon très ponctuelle, un intérêt individuel sur un intérêt collectif, s'il est entendu que la rançon ou la négociation pourrait amener, par exemple, à un risque sécuritaire accru. Vous avez des pays qui sont prêts à le faire très ponctuellement parce vous avez ce narratif qui s'est créé. En France, l'imaginaire qui a marqué ces dernières années l'esprit français, c'est peut-être les otages de Daesh, c'est aussi les otages liés au Mali, plus largement au Sahel. Étienne Dignac, qu'est-ce qui fait la spécificité de ces otages du Hamas? Pourquoi, au fond, cela marque à ce point la France et l'esprit français? Les otages du Hamas, alors le Hamas a en vérité une approche très différente des otages par rapport à d'autres groupes terroristes. On va dire qu'il y a trois différences. La première différence, c'est que le Hamas reste quand même concentré sur Israël. Vous avez eu là des otages binationaux et étrangers. Alors je mets peut-être les otages thaïlandais, philippins à part, qui sont dans une logique un peu différente, mais sinon il était très difficile de distinguer aussi ces otages israéliens d'otages binationaux. Donc le Hamas, si vous voulez, a attaqué Israël avant tout. J'en veux pour preuve d'ailleurs que vous aviez eu plusieurs dizaines d'Occidentaux à Gaza ces dernières années, des humanitaires ou des journalistes qui n'ont jamais été capturés, qui n'ont jamais été mis en danger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Hamas n'a pas non plus l'habitude, si vous voulez, de procéder à des décapitations ou à des exécutions d'otages, comme le font Al-Qaïda ou Daesh. Il suffit de regarder ce qui s'est passé ces dernières semaines. Les otages qui ont été annoncés comme morts ont été annoncés comme morts à la suite de frappes israéliennes, en tout cas par le Hamas. Donc le Hamas n'a pas cherché, si vous voulez, à utiliser leurs morts pour terroriser en tant que tel. Et la troisième différence, c'est que le Hamas ne demande pas d'argent. En tout cas, il veut avant tout des libérations. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Peut-être parce qu'il bénéficie de mentors financiers comme le Qatar. Ça a été rappelé à de nombreuses reprises ces dernières Pas besoin semaines. d'argent pratiquement, on pourrait dire. En tout cas, ils n'ont pas le même mode de fonctionnement. Je vais vous prendre un exemple qui est totalement différent. AQMI, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique et ses affiliés, ont touché entre 2008 et 2013 125 millions de dollars pour des enlèvements au Mali. Donc vous voyez bien que vous avez des groupes qui sont structurés différemment, selon différentes logiques. Mais en vérité, la logique principale dans le monde, c'est la logique plutôt d'AQMI. Le Hamas est vraiment dans une teinte beaucoup plus politique et strictement politique que peuvent l'être d'autres groupes. Gilles Ferragu, vous, au regard de l'histoire, qu'est-ce qui fait peut-être la spécificité, la singularité de ces otages contemporains? Au regard de l'histoire, l'otage contemporain est effectivement une victime du terrorisme, c'est-à-dire qu'il est censé terroriser par ce qui lui arrive, par la manière dont il va s'en sortir. L'histoire montrait plutôt, enfin le plus longtemps possible, que l'otage était une figure que l'on préservait, c'était un objet de négociation, mais dont la vie était quasiment sacrée, et où chacun, les souverains de chaque côté, s'engageaient à le garder en vie. On voit qu'avec le terrorisme, au contraire, il devient un objet de terreur, et vivant, bien sûr, c'est une monnaie d'échange, c'est un moyen de discussion, c'est un bouclier humain. Mort, c'est encore un... Ah, on a un problème de connexion, donc je vais vous interroger, Étienne Alors, Dignac. mort, je vais peut-être rebondir sur le fait de mort, Je parce vous en que prie. pour le coup, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire un otage mort est un otage qui n'a plus de valeur. En l'occurrence, c'est faux dans le cas israélien. C'est C'est-à-dire? peut-être une des spécificités d'ailleurs. C'est que les Israéliens ont négocié le rapatriement de corps, de dépouilles de leurs citoyens tout au long de l'histoire récente. Je vais vous donner un cas qui est célèbre, c'est le cas de Ehud Goldwasser et Eldad Regev, deux soldats israéliens qui avaient été capturés au Liban en 2006 et qui ont fait l'objet en tant qu'ils étaient morts d'une négociation en 2008. Et donc, pour rapatrier leurs deux dépouilles, Israël a accepté de libérer plusieurs centaines de prisonniers. Alors, pourquoi Cela s'explique notamment parce que vous avez un rituel dans le judaïsme qui est très spécifique, qui s'appelle la Théova, et qui nécessite de ramener le corps. C'est d'ailleurs pour ça aussi que vous avez, par exemple, des unités spécialisées dans l'armée israélienne qui sont chargées de ramener des bouts de corps, par exemple, après des explosions. Ça peut paraître très surprenant pour nous, mais c'est très structurel dans la pensée israélienne autour des otages. Est-ce que les otages qui demeurent encore, donc essentiellement des hommes, beaucoup de soldats également, Étienne Dignas, seront selon vous si difficiles à récupérer? Est-ce qu'Israël pourra même les récupérer?
Bon, elle pourra toujours la récupérer, en tout cas c'est toujours possible. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Effectivement, on a libéré pour l'instant les otages les moins difficiles à négocier, mais maintenant, je pense que par un principe d'équivalence, le Hamas cherchera à libérer des combattants euh, palestiniens s'il libère des soldats israéliens. Parce qu'évidemment, les soldats israéliens ont une symbolique qui est différente. C'est-à-dire que pour le Hamas, ils sont coupables par nature. Pour le Hamas, il est légitime, y compris dans le droit de la guerre, euh, de les capturer. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle en éthique de la guerre la différenciation par l'agent. Ça veut dire que les groupes armés ont l'habitude de dire qu'il y a un deux poids deux mesures dans la manière dont sont pensées la détention de soldats et la détention de, disons, combattants. Euh, les FARC, par exemple, ont longtemps regretté que soit appelé otage un soldat colombien pris par les FARC et prisonnier, un guérillero pris par l'État colombien, en disant attendez, c'est la même logique, c'est-à-dire que là on a des combattants qui ont un statut normalement qui est le même, donc ça devrait faire l'objet de la même dénomination. En fait, en réalité, c'est plus compliqué que ça, mais ce que je veux dire, c'est que dans la mentalité du Hamas, les soldats ont une place particulière et donc vont faire l'objet de négociations elles-mêmes particulières. Est-ce que dans la distinction que nous faisons aujourd'hui, des otages israéliens, des prisonniers palestiniens, est-ce que cette distinction-là, vous paraît légitime? Elle me paraît légitime en grande partie, même si je vais apporter une nuance. En vérité, il y a 4 critères pour distinguer un otage d'un prisonnier. Le premier critère, c'est que le prisonnier doit être détenu dans une prison connue, localisable. Le deuxième critère, c'est que le prisonnier ne doit pas subir de risque pour sa vie. Normalement, il n'est pas menacé de mort. Le troisième critère, c'est que le prisonnier doit bénéficier d'un droit de visite. Et le quatrième critère, c'est que le prisonnier doit avoir été arrêté pour l'empêcher de continuer son activité, mais il ne doit pas être arrêté pour être rançonné. Et donc ça, on voit bien que là, si vous voulez, les otages israéliens ne obéissent à aucun de ces critères. Les prisonniers palestiniens sont effectivement dans une prison localisée. Ils ont effectivement, ils ne subissent pas de menaces pour leur vie, même si je ne dis pas qu'il n'y a pas pour autant des traitements qui sont problématiques. Et normalement, ils bénéficient de droits de visite. Donc c'est le quatrième critère qui est problématique. Pourquoi ont-ils été arrêtés? Est-ce légitime? En l'occurrence, il y a une grande partie de ces prisonniers, je crois près de 4000 sur 6000, qui ont été arrêtés et qui ont été condamnés pour des motifs clairs. Et vous en avez 2000 parmi eux, qui ont été inculpés, mais qui n'ont pas, où il n'y a pas pardon, d'inculpation claire, vous n'avez pas eu de jugement particulier. Donc on s'interroge sur pourquoi ont-ils détenus, et je vais simplement rappeler une jurisprudence qui, en 2000, la Cour suprême israélienne a condamné l'État israélien pour ce qu'on appelle le bargaining chip case, car elle considérait que l'État israélien avait arrêté des prisonniers simplement pour pouvoir les rançonner dans le futur. Et donc elle a sommé l'État israélien de libérer les prisonniers. Donc on voit que vous avez une partie de ces prisonniers qui ont un statut qui est très très particulier et qui se rapproche à certains égards du statut d'otage. Merci à tous les deux, Gilles Ferragu et Étienne Digna. On va poursuivre cette discussion à 8h20. France Culture, les matins du samedi, Quentin l'a fait. Et l'on poursuit ce matin notre discussion sur la figure de l'otage dans l'histoire et dans le conflit au Proche-Orient avec 3 invités. Gilles Ferragu, historien, maître de conférences à Paris-Nanterre, auteur de Otage, une histoire de l'Antiquité à nos jours. À ses côtés, Étienne Digna, chercheur associé aux séries Sciences Po, auteur de La rançon de la terreur, gouverner le marché des otages. Ils sont rejoints tous les deux par Simone Rodan-Benzaken. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous avez passé ces derniers jours avec des familles d'otages en Israël pour les accompagner, pour les aider, pour les soutenir aussi. Peut-être racontez-nous justement ces derniers jours que vous avez passés à leur côté. Oui, par ailleurs, pas uniquement en Israël, mais nous avons également reçu ici en France des familles d'otages. Écoutez, c'est une période bien évidemment extrêmement compliquée. C'est une terrible angoisse pour les familles. Donc j'ai accompagné à la fois des familles qui ont pu revoir leurs proches, qui ont pu les prendre dans les bras et donc qui ont maintenant commencé un processus de reconstruction avec eux qui sera certainement long et compliqué, à la fois physique et psychologique. Et de l'autre côté, des familles qui attendent encore et qui sont bien évidemment dans l'angoisse. Et c'est finalement cela, c'est la stratégie du compte-gouttes du Hamas, de la séparation des familles. Ils relâchent des mères, mais pas des pères, des frères, mais pas des sœurs.
Voilà, donc tout cela, c'est finalement un peu la continuation de ce qui a commencé le 7 octobre, hein, c'est-à-dire une continuation de la torture, de la terreur, par finalement d'autres moyens. Et donc les familles le vivent et finalement peut-être toute la société israélienne le vit de jour au jour. Quand on se promène un peu dans les rues de Tel Aviv ces jours-ci, on voit que tout le monde est collé à ses écrans, collé à la télévision pour suivre voilà, chaque pas, chaque geste, en espérant que chacun des otages rentre chez eux. Comment est-ce qu'on accompagne des familles, Simone Rodan Benzaken? Comment est-ce qu'on les accompagne dans leur malheur? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce que même, au fond, on peut leur dire? Écoutez, on les accompagne surtout en les écoutant. Ils ont vraiment besoin de parler. Ils ont besoin de parler de leurs proches, de faire en sorte que le monde sache. Ce ne sont pas juste des chiffres, pas juste 200 quelques visages, mais que chacun d'entre eux a une histoire et donc ils ont besoin effectivement de parler. Ils sont également très conscients du fait que ce qu'ils font depuis maintenant des semaines, c'est-à-dire manifester tous les jours dans les rues, aller devant les bureaux du Premier ministre israélien, mais aussi voyager en France, voyager aux États-Unis, parce que ce ne sont pas uniquement des citoyens israéliens, mais aussi des citoyens européens, américains, de dizaines de pays, et donc exercer aussi une pression pour faire en sorte qu'ils ne soient pas oubliés. C'est un travail pour eux absolument impératif. Et ce qui est fascinant de voir, c'est que même les familles qui ont récupéré les proches, les otages, ils continuent ce combat, c'est-à-dire le lendemain de la relâche des otages. J'ai vu des familles, de nouveau, ce qu'on appelle le centre des familles d'otages, où il y a des centaines de personnes bénévoles. Ils continuent ce combat-là. La fin de la trêve, Simone Rodan Benzaken, était-elle attendue comme le coup près, je pense notamment à ces familles qui ont encore des proches retenus à Gaza? Oui, effectivement, c'est bien évidemment très dur, très angoissant pour eux de savoir que les hostilités ont recommencé. Alors là, pour le coup, il y a des gens parmi ces familles-là qui ont des opinions différentes. Ceux qui pensent au contraire, finalement, c'est cela, c'est cette pression militaire aussi qui a amené le Hamas à la table des négociations. Et Mhm. c'est pour ça aussi qu'il faut continuer cette pression militaire. Et de l'autre côté, des gens qui pensent que cela est une catastrophe et que cela pourrait provoquer la mort de leurs proches. Donc là, il y a deux opinions différentes qui se rejoignent parmi ces familles. Étienne Dignan, on l'a dit, hein, hier, a marqué la fin de la trêve entre Israël et le Hamas. Est-ce que la guerre dans les airs et la guerre au sol peut servir l'objectif de la libération des otages? En tout cas, ça a probablement servi la négociation ces dernières semaines. C'est-à-dire que en acculant le Hamas, Israël a probablement obligé le Hamas aussi à négocier. Maintenant, pour ce qui est du futur, ça me paraît plus compliqué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez pu obtenir des libérations, le plus simple était encore de continuer sur la base de cette trêve à négocier, à libérer des prisonniers et à libérer des otages. Là, il y a quand même une forme de retour en arrière avec des frappes qui deviennent très intenses. Hein, c'est cette nuit et hier sur Gaza. Donc je pense qu'on repart sur un moment qui est un peu plus compliqué, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelles trêves, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelles négociations, puisque les canaux ont été établis et ont fonctionné. Gilles Ferragu, vous faites la même analyse. Au fond, la guerre dessert absolument l'objectif de libérer des otages? On se retrouve avec un cycle qu'on a déjà vu dans plein de prises d'otages, notamment celles faites par le Hamas, mais aussi le Hezbollah. C'est-à-dire que dans un premier temps, Israël bombarde, puis négocie, et négocie d'ailleurs assez largement, on a déjà parlé tout à l'heure. On peut dire qu'on retombe là dans le cycle initial des bombardements, peut-être sur la foi aussi de renseignements ou d'informations obtenues via notamment les libérations d'otages. On peut imaginer que effectivement la guerre va à l'encontre du processus de libération des otages, mais il faut
pas oublier que l'enjeu là, c'est pas tellement les otages qui ne sont hélas que les victimes. Les cibles, ce sont les opinions publiques de part et d'autre, et c'est aussi une manière de faire pression. Et de ce côté-là, on peut dire que les objectifs du Hamas sont obtenus. Étienne Digna. Oui, il faut rappeler que les otages sont des affaires qui concernent l'international, la géopolitique, mais aussi l'interne. Et en l'espèce, la plupart des otages qui étaient capturés étaient plutôt des personnes de gauche israélienne. Les personnes qui sont mobilisées pour les otages étaient aussi des personnes de gauche israélienne. Et cet accord, d'une certaine façon, il a satisfait toute la population israélienne, mais aussi en grande partie la gauche israélienne. Donc d'un point de vue politique, Benjamin Netanyahou essaye aussi avec la reprise des hostilités, avec la reprise des frappes, à répondre à un appel qui a été aussi l'appel de la droite israélienne, c'est-à-dire à plus de fermeté et à l'élimination de la branche armée du Hamas. Évidemment, ça joue aussi dans la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui en Israël et à Gaza. Nous sommes prêts à libérer tous les soldats en échange de tous nos prisonniers, a déclaré Bassem Naïm, haut responsable du Hamas, ancien ministre de la Santé à Gaza, lors d'une conférence de presse donnée avant-hier dans la ville sud-africaine du Cap. Qu'est-ce que ça signifie, cette déclaration, Étienne Dignac, que le rapport de force est en train de changer? Et même au-delà, qu'est-ce que la libération de prisonniers a de symbolique, d'important, de primordial, même politiquement, pour le Hamas? Alors d'abord, une première remarque qui est intéressante, c'est qu'ils demandent la libération donc, de tous leurs prisonniers, ce qu'ils avaient fait aussi il y a quelques semaines avant d'avoir libéré des femmes et les enfants. Sous-entendu, en fait, les soldats sont le vrai problème. C'est-à-dire que vous demandez les mêmes concessions pour tous les otages et 3 semaines plus tard, simplement pour les soldats israéliens. Donc on voit bien que les soldats israéliens sont le cœur du sujet. Et donc pour les Palestiniens, la question de la libération des prisonniers est cruciale. Et je le disais parce qu'il y a aussi une forme de perception, la perception d'une forme d'injustice pour les 2000 prisonniers qui sont en prison sans motif d'inculpation clair et avec des détentions qui se prolongent indéfiniment. Et du point de vue du Hamas, il y a un jeu politique qui est important à souligner. C'est-à-dire que le Hamas libère des otages aujourd'hui à Gaza pour obtenir des libérations de prisonniers, qui sont des libérations de prisonniers qui en fait vivent en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est. Sous-entendu... Il faut dire, évidemment, je me permets de vous couper, il faut rappeler même que la plupart, même la quasi-totalité des prisonniers qui sont libérés des geôles israéliennes, effectivement, vivent à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Donc, sous-entendu, il est prêt à perdre un atout stratégique, disons, à Gaza pour obtenir une victoire politique en Cisjordanie. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le Hamas pense politiquement, se projette, essaie de faire un front uni palestinien autour de lui, en montrant qu'il a le leadership, parce qu'il n'est plus en train de subir la riposte israélienne, mais qu'il est aussi capable d'obtenir des concessions de la part de l'ennemi, et donc il est le seul finalement à agir véritablement pour la population palestinienne. En tout cas, c'est ce qu'il essaye de montrer. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais c'est l'image qu'il cherche à renvoyer, et on voit que ça fonctionne, puisqu'on a vu les scènes de joie en Cisjordanie, on a vu à quel point la population palestinienne tenait à ces libérations. Et donc ça, d'un point de vue de la population, c'est important, et d'un point de vue de l'autorité palestinienne, qui est, disons, le rival du Hamas, c'est aussi essentiel. Gilles Ferragut, on a parlé dans notre discussion de la figure de l'otage dans la société israélienne. Que représente cette fois-ci la figure du prisonnier dans la société palestinienne? On a l'impression que c'est à peu près la même. En tout cas, ils sont perçus de la même manière du côté palestinien. Et Étienne Dignard rappelait tout à l'heure justement l'arrêt de 2000 de la Cour suprême israélienne, allant un petit peu dans le même sens, à savoir des prises des gens qui sont faits prisonniers sans motif apparent. Donc, on peut imaginer que côté palestinien, il y a un sentiment identique que les prisonniers sont l'équivalent des otages, avec toutefois peut-être aussi une différence dans la manière dont on gère les choses. C'est-à-dire que côté israélien, chaque otage peut nécessiter une opération extrêmement importante et une négociation qui va de 1 à 500, entre guillemets. Côté palestinien, l'enjeu n'est pas tellement la vie des uns, mais plutôt surtout la cause palestinienne et les négociations politiques entre les deux camps qui déchirent la vie politique palestinienne de l'autre. Et on voit que le Hamas, là-dedans, joue un jeu extrêmement habile pour mettre, entre guillemets, les pieds en Cisjordanie et pouvoir occuper seul quasiment la cause nationale palestinienne. Étienne Digna. Peut-être en complément, je voudrais aussi dire comment on s'en est retrouvé là. C'est-à-dire que j'ai cité l'arrêt de 2000 qui condamnait l'État israélien. On peut se dire qu'après cet accord, après cet arrêt, l'État israélien aurait cessé ses arrestations. Et en fait, en 2002, cette même Cour suprême israélienne a
fait un nouvel arrêt qu'on appelle le unlawful combatants, c'est-à-dire les combattants illégaux. Que dit cet arrêt? Il dit que en fait, les combattants des groupes armés ne sont ni des prisonniers de guerre, parce qu'ils ne respectent pas le droit de la guerre et donc ils ne peuvent pas être considérés comme des prisonniers de guerre, ni des prisonniers de droit commun, parce qu'ils sont quand même dans une lutte armée vis-à-vis d'Israël. Et donc en fait, ils tombent dans une forme de vide juridique, qui en fait était le vide juridique aussi de certains prisonniers de Guantanamo, par exemple. Et donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit comment la lutte contre le terrorisme peut emmener des démocraties sur un terrain dérégulé, hors du droit, par un effet, entre guillemets, si vous voulez, de rivalité mimétique, de symétrie, et on en vient à utiliser des outils ou des méthodes qui sont celles de l'ennemi pour pouvoir essayer de répondre sur son terrain, parce qu'on considère qu'il y a une forme d'injustice à respecter le droit quand notre ennemi ne respecte pas le droit. Et donc ça, c'est aussi au cœur de la question de l'enlèvement, de la prise d'otage. Des méthodes qui vont au-delà de l'éthique de la guerre, pour reprendre votre sujet de recherche, Étienne Digna. Simone Rodan-Benzaken, il demeure encore disparus ou en otage 4 hommes franco-israéliens à Gaza. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur leur sort? On dit toujours qu'ils sont otages ou disparus, mais est-ce que vous en savez un peu plus? Et au moins, est-ce que les familles, elles, en savent un peu plus? Non, on n'en sait pas plus, ni les familles, ni l'État français, ni je pense même les Israéliens. Je voudrais juste revenir à ce qui vient d'être Je vous dit en prie. par... oui, alors, je pense qu'il faut faire un tout petit peu attention de ne pas faire une équivalence entre les prisonniers palestiniens. Effectivement, on peut avoir, bien évidemment, et des recherches ont été faites parmi vos invités sur la manière dont ils sont emprisonnés, mais il faut faire un peu attention de ne pas faire d'équivalence entre des prisonniers palestiniens qui, parmi certains d'entre eux, ont essayé ou en tout cas tenté d'assassiner des gens, et des familles, des enfants qui sont des civils qui ont été pris chez eux dans un festival de musique, dans des kibbutzim. Donc il faut faire un tout petit peu attention Je, de pré- ne pas faire je d'équivalence. précise simplement que nous n'avons pas fait d'équivalence, et la distinction d'ailleurs dans la première partie de cette émission a bien été mise en lumière par Étienne Digna. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, voilà, c'est ça qui, je pense, est important. Et juste pour finir là-dessus, les Israéliens aujourd'hui sont effectivement assez clairs sur le fait que, notamment quand on regarde dans le passé avec le deal de Gilad Shalit, qui a permis à plus de 1000 prisonniers palestiniens d'être relâchés, et parmi eux, Yahya Sinwar, qui est aujourd'hui le chef du Hamas à Gaza, qui sont assez clairs sur le fait qu'ils ne souhaitent pas relâcher des prisonniers de ce qu'ils ont du sang sur leurs mains. Donc, même si le Hamas affiche effectivement l'idée de relâcher l'intégralité des prisonniers palestiniens, les Israéliens de leur côté sont assez clairs sur le fait qu'il y a des limites dans la relâche de prisonniers et qu'ils n'accepteront pas de relâcher l'intégralité des prisonniers palestiniens. Quel est, Simone Rodan-Benzaken, le rôle aujourd'hui de l'État français dans ces négociations, dans le travail qui doit permettre la libération et qui permet déjà la libération d'otages? Écoutez, continuer ce qui a été fait, c'est-à-dire interagir avec, bien évidemment, les pays tiers, donc notamment bien sûr le Qatar et l'Égypte, et ne pas oublier bien sûr de continuer à rappeler la nécessité de relâcher ces otages. Ça ne sera pas facile, ça a été dit sur votre plateau, mais de continuer effectivement à rappeler que ce sont des citoyens français et qu'ils sont illégalement tenus aujourd'hui à Gaza. Comment vous expliquez, dans le fond, que dans la société française, la résonance, en tout cas c'est mon sentiment, c'est le sentiment de beaucoup, soit relativement faible, que le sort de ces otages franco-israéliens touche si peu l'opinion publique française? Écoutez, c'est une tragédie, je pense, par ailleurs, et c'est pas uniquement la question des otages, c'est aussi la question Mmh. des 40 Absolument. morts. C'est la première fois depuis les attentats du Bataclan qu'il y a eu autant de Français qui ont été assassinés. C'est peut-être le fait qu'ils n'ont pas été tués sur le sol français.
C'est peut-être l'idée que cela fait partie d'une guerre lointaine, mais c'est justement assez tragique parce que voilà, ce sont des citoyens français et donc il faut se mobiliser absolument pour eux. Il y a heureusement quand même des médias, des responsables politiques qui tirent l'attention sur le fait, mais il va falloir effectivement tenir sur la longueur et ne pas les oublier. Étienne Digna. Il faut aussi peut-être rappeler sur les 20 dernières années comment la perception de l'opinion publique française a évolué sur les otages de façon générale. Au début des années 2000, vous aviez une grande mobilisation. Dans le cas de Christian Chesneau et de Georges Bruno en 2004, dans le cas de Florence Aubenas. Et également, avec, je le disais, des concerts à l'Olympia, des portraits affichés sur l'hôtel de ville, notamment. Et peu à peu, on a vu en fait que cette sensibilité française a évolué et s'est, disons, atténuée. Euh, Très récemment, par exemple, on peut penser à Olivier Dubois, qui a été détenu au Mali pendant une très longue période et qui, en fait, n'avait pas fait l'objet d'une très grande attention médiatique. Comment l'expliquer? Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que la France, ayant été durement frappée par le terrorisme récemment sur son sol, elle a été de plus en plus marquée par les négociations de libération d'otages et par ce qui est perçu comme des concessions à des groupes terroristes, et donc de plus en plus, disons, réticente à octroyer ces concessions, du point de vue de l'opinion publique en tout cas. Et la deuxième chose, c'est que vous avez des affaires d'otages qui ont en fait suscité des polémiques et donc en fait ont amoindri, disons, l'aura qu'il y avait autour de la figure de l'otage. Un cas évident est celui de Sophie Petronin, cette humanitaire française qui avait été enlevée au Mali, qui a été ensuite libérée en échange de 200 prisonniers maliens et qui avait fait l'objet d'une polémique en France car elle avait eu des mots finalement assez, disons, amicaux vis-à-vis de ses geôliers. Elle était aussi repartie au Mali, ce qui avait été vu comme une forme de défiance par une partie de l'opinion publique française, y compris d'ailleurs par une partie de la classe politique, puisque Jean-Yves Le Drian lui-même s'était ému de ce retour au Mali. Donc tout ça pour dire, je ne dis pas que c'est justifié, absolument pas, je dis simplement qu'on constate quand même un glissement en France de l'otage perçu comme une figure un peu mythique, l'humanitaire, le journaliste, vers l'otage comme une figure qu'on a tendance à blâmer, ou en tout cas dont on a tendance à remettre en cause on a tendance à remettre en cause la légitimité de la négociation de plus en plus. Il y a une opinion publique française qui se raidit sur la question des otages. Gilles Ferragut, sur cette question et au-delà, sur le rôle des opinions publiques dans la libération des otages, dans l'histoire longue que vous avez examinée. Alors c'est une histoire qui est en général assez réactive, c'est-à-dire que il y a quelques signes qui se sont mis en place. On peut dire que le tournant, ça a été 79 et la prise d'otage des diplomates américains à Téhéran, où là, la population américaine a commencé à utiliser des symboles qui étaient notamment celui du retour des soldats durant la Première Guerre mondiale, des petits drapeaux jaunes mis à chaque fenêtre. Et ce modèle finalement de pression populaire sur les États pour la libération des otages, ce qui est un peu recherché aussi par les preneurs d'otages, c'est une manière de faire pression sur les États. Ce modèle, par la suite, s'est imposé un petit peu partout dans le monde. On s'en souvient en 86 avec les otages français au Liban, qui avaient droit justement à des banderoles sur les mairies, qui avaient droit à comme quelque chose, enfin une répétition systématique lors des journaux télévisés. Et on voit que ce phénomène, petit à petit, s'est amoindri. Je suis tout à fait d'accord avec Étienne Digna quand il dit que finalement l'otage est devenu quelque chose quasiment de normal et que l'aura a largement diminué. On peut dire qu'il y a eu une acmé et que désormais on est rentré dans une forme de normalité, voire de discussion. Ça s'est vu avec le cas d'Hervé Guéquier sur mais qu'allait-il faire là-bas et est-il vraiment légitime d'aller sauver quelqu'un qui s'est mis dans cette situation? Alors bien évidemment, ce n'est pas le cas des otages français du Hamas, mais on voit petit à petit que la figure de l'otage commence à être discutée dans les opinions. Étienne Digna, on dit souvent que les personnes supposément retenues à Gaza sont soit disparues, soit otages. Pourquoi le Hamas maintient-il ce flou sur l'état véritable des personnes qui détiennent ou non d'ailleurs? Parce que le Hamas n'a probablement pas intérêt à la transparence. Il faut rappeler que les négociations d'otages, c'est le règne de la dissimulation, de la manipulation. On souffle le chaud et le froid, on joue avec le nerf des populations et de l'ennemi. Et qu'on constate qu'à chaque fois qu'un otage est mort à Gaza, selon le Hamas, il a été tué par une frappe israélienne. Donc c'est évidemment un moyen pour le Hamas de jeter l'opprobre sur l'État d'Israël. Et donc il a tout intérêt à maintenir cette ambiguïté car elle lui profite. Simone Rodan Benzaken, comment dans ce cadre-là maintenir l'attention dans le temps long des opinions publiques et au-delà des responsables politiques?
Écoutez, je pense qu'il faut continuer à raconter les histoires, raconter les vies. C'est des vies individuelles, ce sont des enfants, des femmes, qui, voilà, qui étaient chez eux, qui dansaient, qui vivaient la vie. Et effectivement, il faut être clair, hein, ce ne sera pas facile, je pense, notamment à partir du moment où la guerre, sur place s'intensifie. Mais il va falloir, continuer et je pense que pour, les familles d'otages, la preuve est que finalement cela a fonctionné depuis des semaines. Au début, quand ils ont commencé à s'organiser, quand ils ont commencé à essayer d'exercer une pression, la réalité c'est qu'ils avaient peu d'espoir, et finalement de réaliser, presque 60 jours plus tard, Mmh. que cela a malgré tout produit des effets. Peut-être cela, je pense, les encourage quand même à continuer et nous, bien évidemment, on sera à leur côté. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce matin au micro des Matins du Samedi sur France Culture, évoquer la figure de l'otage dans l'histoire et dans ce conflit au Proche-Orient. Gilles Ferragut, je rappelle que vous êtes historien, maître de conférence à Paris-Nanterre, auteur de Otage, une histoire de l'Antiquité à nos jours. Étienne Digna, vous êtes chercheur associé aux séries Sciences Po, auteur de La rançon de la terreur, gouverner le marché des otages. Et Simone Rodan-Benzaken, vous êtes directrice Europe de l'American Jewish Committee. Merci beaucoup à tous les trois, il est 8h42.